Bonjour à tous, Karine Roquet. Petit feedback à chaud du documentaire Thanatos, l'ultime passage, du réalisateur Pierre Barnérias, que j'ai eu l'occasion de voir à 2 reprises. Ce documentaire aborde le sujet des EMI, expériences de mort imminente. Personnellement, je l'ai rebaptisé autrement parce que j'aime pas trop la vibration du mot mort. Je préfère dire que j'ai vécu une EVE, expérience de vie éternelle. Et d'ailleurs, ça fait, dans les initiales, ça fait Eve, EVE. Et c'est important pour moi parce que je suis très impliquée dans le féminin sacré. Donc voilà, ça c'est ma petite touche personnelle. J'ai eu l'occasion de voir ce documentaire le 8 novembre à Bordeaux. Et j'ai été très très touchée par ce documentaire, surtout dans une grande salle. Et ça a réveillé en moi des émotions liées à ma propre expérience. Et puis j'ai eu l'occasion dernièrement, cette semaine, le 10 mars 2020, de le voir à nouveau, puisque j'ai été invitée par Florence Trichet de l'association Ophélie à Fleur d'âme. Et j'ai été invitée, même si je ne connais pas le réalisateur Pierre Barnérias, je ne le connais pas encore, j'aimerais bien le rencontrer un jour, ça viendra. Mais j'ai été invitée par cette association pour répondre aux questions des personnes à la fin de la projection et éventuellement partager quelques moments de ma propre expérience. Avant de revenir sur les questions super intéressantes qui ont été posées, mais aussi sur des partages, des témoignages, j'aimerais d'abord exposer mon ressenti par rapport à cet invisible aussi à cette ambiance particulière hein, que j'ai trouvée dans les 2 salles de projection et qui pour moi sont la marque qu'on est extrêmement aidé en ce moment dans ces prises de conscience. On est aidé par l'invisible, entre guillemets, on est aidé euh, par toute cette ambiance que j'ai connue durant ma NDE de l'autre côté, que ce soit des êtres de lumière, je sais pas, cette touche divine en tout cas est extrêmement présente dans les salles de projection. Tout d'abord, dans la salle, cette énorme salle au cinéma, alors je crois que c'était Mégarama à Bordeaux, j'ai senti dans la salle une sorte de mandala au plafond. D'ailleurs, ce mandala, je l'ai bien vécu durant mon expérience de mort imminente. Et là, je sentais qu'il y avait un mandala vivant au plafond qui faisait comme une action qui nous tirait vers le haut, c'est-à-dire qui enlevait un peu un couvercle qu'on aurait pu avoir au-dessus de notre tête pour permettre aux gens, lors de la projection du documentaire, de recevoir en fait des informations, une sorte de download pour aider encore plus à l'ouverture des consciences. Euh, Durant le documentaire, on reçoit beaucoup d'informations que moi je connaissais déjà pour avoir vu un certain nombre de documentaires sur la position de la médecine, par exemple, les recherches scientifiques à propos des expériences de mort imminente. Et puis dans ce documentaire-là, on entend aussi différents témoignages de personnes qui l'ont vécu. Et, euh, et on est aidé en fait par cette présence divine, ce grand chef d'orchestre, pour que l'ouverture des consciences se fasse encore plus au-delà des mots, au-delà des témoignages. Et donc ce qui était je m'y attendais pas du tout. Ce qui était très intéressant pour moi, c'est de sentir que dans toute ma colonne lumineuse, le long de ma colonne vertébrale, pendant la projection du documentaire, je me sentais traversée par j'avais des secousses comme ça qui me donnaient, qui avaient lieu dans ma colonne vertébrale, dans ma colonne de lumière. Moi aussi, je recevais un download d'informations, lesquelles j'en sais rien, mais ça me permettait de m'ouvrir encore plus. Et ce qui était étonnant, c'est que les personnes qui étaient à côté de moi l'ont énormément ressenti. À ma gauche, j'avais un ami qui est médecin anesthésiste et de l'autre côté, sur ma droite, se trouvait mon compagnon. Je lui tenais la main et pendant que je recevais ces secousses, boum, eh bien, lui-même recevait certainement des décharges électriques, des informations
parce que cet homme-là n'est pas du tout ouvert aux expériences de mort imminente, il n'en avait jamais entendu parler, donc du coup je crois que ça a été l'occasion pour lui aussi voilà, d'avoir sa dose d'ouverture de conscience. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse à propos de Bordeaux, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis là dernièrement, donc le 10 mars dernier, à Savenay, dans le 44, c'était une autre ambiance. J'ai senti que dans la salle, il y avait une sorte de cercle lumineux tout autour dans la salle, un vortex en fait qui s'accélérait petit à petit et dont certains petits filaments étaient un vortex lumineux doré et très doux. Et chacun recevait dans la salle comme des petits filaments directement connectés au cœur. C'était très subtil et super agréable et je sentais que ce vortex s'accélérait dans la salle au fur et à mesure du documentaire. Donc là, c'était pas une histoire de couvercle qui se soulevait, mais une activation du cœur. Et parce que chacun recevait certainement au cours de ce documentaire des informations dans son cœur qui vont l'amener certainement dans les jours qui suivent à, je sais pas, être un petit peu plus bousculé par ces témoignages-là. Ce qui m'a aussi beaucoup surpris et j'ai aimé, c'est que dans le générique du documentaire, il y avait un chiffre qui est 4% de la population mondiale aurait vécu une expérience de mort imminente, une expérience de vie éternelle, ce qui représente à peu près 280 millions de personnes. Et là, ça m'a vraiment fait un électrochoc. Je vous le dis à chaud comme ça, mon envie serait d'imaginer ces 280 millions de personnes se regrouper et faire une sorte de méditation, parce que quand on témoigne de notre expérience de mort imminente, c'est comme si on la revivait, on réactive l'énergie d'amour, c'est assez indescriptible cette lumière, mais c'est une énergie tellement puissante euh, qu'imaginer ces 280 millions de personnes l'activer en même temps, imaginez le vortex que ça crée pour qu'on puisse je sais pas, comme en mettant mes mains et puis diffuser cet amour-là comme un faisceau dans mes mains, le redistribuer à la planète entière, à tout le vivant qui serait en souffrance et qui aurait besoin de recevoir. Imaginez ce vortex d'amour. Voilà, ça c'est une idée qui m'a traversé l'esprit hier. Ce que j'ai énormément aimé dans Thanatos aussi, c'est la musique du générique de fin. Vraiment très très touchante, cette chanteuse Julia, j'ai retrouvé son nom sur Julia Westlin, Face Will Do. Sublime chanson au piano et puis une voix d'ange, donc vraiment très très chouette. Je réécoute en boucle sur YouTube cette magnifique chanson. À Bordeaux, il me semble qu'on était peut-être entre 3 et 5 personnes dans toute la salle à avoir vécu une expérience de mort imminente. Le réalisateur avait demandé aux expérienceurs voilà, de lever la main. Et là, ça venait, quand j'ai posé la question moi-même aussi à la salle, il y avait 3 personnes qui ont aussi vécu cela sur un public à peu près entre 100 et 140 personnes. Donc c'est quand même déjà pas mal. Je vais partager ici quelques questions et remarques, témoignages super intéressants que j'ai relevés là pendant la projection à Savenay le 10 mars. Déjà, les 3 personnes qui ont vécu cette expérience aussi se sont manifestées. Une personne disait qu'effectivement, c'était pas évident d'en parler à cause des tabous aussi. Et je suis super contente parce que la dynamique de ce film fait en sorte que les tabous se lèvent enfin. On ose en parler sans paraître. On n'est pas des tarés, on n'est pas fous. On a vraiment vécu cette expérience et on n'a plus peur d'être rejeté par les autres, notamment à propos de nos familles. Une personne a vécu cette expérience de mort imminente au cours de l'armée et vraisemblablement sa description ressemble à une décorporation. C'est pas évident quand on n'en parle pas.
C'est pour ça que c'est important d'ouvrir aussi la communication pour permettre de faire la différence aussi entre une décorporation qui peut être le début d'une expérience de mort imminente et puis vraiment le vécu, le voyage d'un expérienceur. En tout cas, il portait en lui, cette personne-là portait vraiment les vibrations, les émotions, les sensations d'une expérience de mort imminente. En tout cas, euh, cette personne disait également que c'était difficile d'en parler parce qu'il n'y avait pas de mots, parce que c'est au-delà des mots et que ça passe aussi, ça ne passe pas par le mental, ça n'est pas lié à nos cinq sens. Donc du coup, c'est vrai que c'est très difficile d'en parler et c'est évidemment quelque chose de plus grand que nous. Malgré tout, je trouve que c'est bien d'essayer d'en parler. Ça nous montre aussi que nous sommes habités, chacun, de cette grandeur, de ce divin, de ce truc indescriptible, et que plus on en a conscience, plus on le réveille finalement en nous. Euh, la notion de lumière aussi qui était abordée, la notion de cette lumière qui est à la fois amour, connaissance, le grand tout, c'est quelque chose qui reste présent en soi et qui ne s'éteint jamais, même quand on en parle 20, 30, 40 ans après, l'expérience vécue, et c'est quelque chose qui reste vraiment très très profond en soi. Et j'ai apprécié que, voilà, peut-être que les femmes en parlent plus volontiers, mais j'ai apprécié que ces deux hommes, en tout cas, prennent la parole à Savenay. C'était vraiment très très chouette. Il y avait une autre personne qui disait avoir vécu une expérience de mort imminente dans le ventre de sa maman pendant sa gestation. Et là, on a longuement échangé aussi sur la notion de passeur d'âme, le fait d'aider des âmes à transitionner dans l'au-delà. On parle vraiment de beaucoup, beaucoup de sujets grâce à ce documentaire. On ne parle pas seulement de la mort ou le fait de transitionner ou de la vie dans l'au-delà. On parle aussi de passeur d'âme, voilà, le rôle qu'on peut avoir sur Terre. Je trouve ça génial. Là, les tabous se lèvent enfin. Dans un témoignage aussi, à la fin de la projection, une personne disait qu'elle revenait avec quelque chose qu'elle avait appris, c'est-à-dire qu'elle revient avec la conscience du moment de sa conception. C'est-à-dire qu'au moment où l'âme vient s'incarner dans un corps, euh, ça la remet aussi avec l'objectif de vie de son âme. Pourquoi l'âme vient s'incarner, pourquoi l'âme vient vivre une expérience terrestre. Elle a un objectif et c'est bien partagé en tout cas à la fin du documentaire où Anita Moriani, que j'apprécie énormément, fait part aussi de ce reset, de cette remise à zéro, cette mise à jour. Parce que souvent dans notre vie, on s'égare en fait, on se perd soi-même au travers des différentes expériences qu'on peut faire qui nous démolissent la plupart du temps, que ce soit lié à nos propres peurs ou aux choses euh, aux valeurs qu'on nous a transmises, à différentes choses, oui, à notre parcours, souvent on s'égare et notre âme est complètement perdue parce que c'est bien, on a perdu notre objectif originel. Donc il y a une espèce de reset et moi ça aussi je l'ai vécu. J'ai complètement perdu le fil de mon chemin à cause de cette dépendance affective notamment. Et, euh, et les EMI, en fait, quand on partage nos expériences, c'est le fait de transmettre au reste de la population que c'est dommage de se perdre dans le courant de la vie à cause d'autres choses aussi, même le fait de devoir travailler, même de travailler dans un travail qui nous plaît absolument pas, de vivre des choses parce que c'est comme ça, c'est le moule, on doit rentrer dedans. Et je trouve que c'est important de transmettre ce message. Ne nous perdons pas au fil de notre vie. Et n'oublions pas ce que notre âme est venue vivre. Et j'ai trouvé ça chouette qu'après le documentaire, une personne aborde aussi ce sujet-là, de se réaligner avec ce qu'elle disait, son identité originelle. C'est fort, hein? Son identité originelle. Euh, voilà, réalignons-nous au dessein que notre âme avait en venant sur Terre. Un autre sujet abordé également est celui de la médiumnité. Le fait de revenir
de l'au-delà avec des informations sur le futur. Alors dans le documentaire, effectivement, il y a un homme qui parle d'un livre qu'il a sorti et il évoque des événements. Et ce livre est sorti 6 mois avant les attentats du 11 septembre. Donc ça veut dire qu'il est revenu aussi avec une certaine médiumnité. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas revenue avec des informations sur mon futur ou le futur collectif. Une autre personne posait aussi la question très intéressante de savoir est-ce que les défunts continuent à vivre dans l'au-delà, c'est-à-dire est-ce qu'ils continuent à grandir. Sa question était orientée puisque c'est une maman qui a perdu un enfant très très jeune, qui est parti avec la mort subite du nourrisson, et elle se posait la question si son enfant continuait à grandir dans l'au-delà, et est-ce qu'il y a aussi une notion de temps entre guillemets. Florence a extrêmement bien répondu à sa question puisqu'elle est toujours en connexion avec sa fille Ophélie. Et personnellement, j'ai aussi partagé mon vécu dans l'au-delà avec Iris, ma fille, que je n'ai pas gardée durant la grossesse, que j'ai avortée à 2 mois de grossesse et que j'ai retrouvée dans l'au-delà avec une apparence physique, entre guillemets, puisque dans l'au-delà, on n'a pas de corps, mais on peut apparaître sous la forme qu'on souhaite. On choisit son apparence comme si on était une fée avec une baguette magique, et puis on apparaît sous une forme désirée. Et ma fille Iris est apparue sous les traits d'une jeune fille que moi j'estimais avoir 18-19 ans, et après avoir fait le calcul, euh, en 2015 je crois, eh bien ma fille aurait eu 19 ans en 2014. Donc c'est bien aussi la preuve que de l'autre côté du voile, on continue à vivre, en effet. La notion de temps est totalement différente, mais on a réellement une autre vie de l'autre côté. Euh, donc je trouve ça chouette toutes ces questions, hein, on va loin, hein. Et puis bah, la notion de temps, évidemment, on se retrouve dans le non-temps. Donc c'était aussi l'occasion de parler. C'est vrai que c'est pas évident. On est surtout dans le monde actuel, on est extrêmement assujetti à la montre, on est tout le temps pressé, et donc le fait d'essayer de comprendre, c'est vrai que pour le mental c'est extrêmement difficile, mais essayer de comprendre comment de l'autre côté le non-temps, c'est quoi le non-temps, et comment le passé, présent, futur sont présents en même temps, et comment on peut à la fois continuer à vivre comme si on avait une vie un peu comme sur Terre. Donc il y a une de mes réponses aussi, c'est qu'on a différentes vies. La simultanéité, on va dire, de l'âme fait qu'on a différentes vies dans différentes zones vibratoires. C'est pas la même chose qu'une vie terrestre, mais c'est des vies vibratoires. C'est peut-être un peu compliqué, mais bon, tant pis, je le balance comme ça. Une autre personne demandait également si la frustration était présente, c'est-à-dire la frustration d'être revenue là, sachant que ma fille Iris, par exemple, est restée de l'autre côté. Et ça, c'était une question orientée aussi vis-à-vis de Florence, qui, elle, a toujours des contacts avec sa fille Ophélie. Et d'ailleurs, nos deux filles sont nées Alors, Ophélie est née en 1995 et ma fille Iris, si je l'avais gardée, elle serait née en 1995. C'est dire un petit peu la synchronicité de cette rencontre avec Florence Trichet. C'est quand même assez incroyable. La frustration, pour moi, la frustration, je ne la mets pas dans le fait d'être revenue et que ma fille continue à vivre dans l'au-delà, puisque j'ai rempli mon album photo dans mon cœur de plein de moments qui m'ont nourri et qui me nourrissent avec ma fille dans l'au-delà. Donc c'est comme si mon album photo, il était au complet, il est là dans mon cœur. Donc j'ai pas la frustration de ne rien vivre avec elle sur Terre, puisque j'ai la chance aussi d'être maman de 3 garçons. Mais quand j'ai besoin, je la contacte, elle est de l'autre côté du voile, et voilà, c'est comme si elle était juste partie loin dans un autre pays. J'ai pas cette frustration. Par contre, j'ai une autre sorte de frustration liée au fait d'être revenue sur Terre et de ne pas être vivante, de ne pas être dans l'au-delà, quoique je peux y être quand je me mets en méditation. C'est plus une frustration liée au fait d'être un corps. C'est pas tant mon corps qui me gêne, c'est les vibrations autour de mon corps et dans mon corps, des vibrations de limitation. Et ça, c'est frustrant pour moi
de vivre avec ces vibrations basses qui m'empêchent d'être celle que je me suis sentie quand j'étais dans l'au-delà, c'est-à-dire celle qui est totalement puissante, lumineuse, euh, illimitée, euh, infinie. Euh, Tout ça, ça me dérange de ne pas l'être dans le corps. Je sens qu'il y a, moi j'ai appelé ça dès le départ ma cotte de maille, même si je fais beaucoup de pratiques pour pouvoir détricoter ou rendre encore plus fine cette cotte de maille pour qu'elle me dérange plus, pour qu'elle ne fasse plus écran entre la source et moi, pour que je puisse goûter encore plus celle que je suis quand je ne suis pas un corps. Donc ça, c'est plus effectivement une frustration. Donc j'ai vraiment remercié cette personne de cette question intéressante. C'est pas la frustration de ne pas être de l'autre côté, puisque finalement, de l'autre côté, on peut y être simultanément en étant vivant dans un corps, en faisant des pratiques de méditation, par exemple. Oui, j'ai eu d'autres questions liées à comment on fait justement pour être en connexion avec cet être de lumière qui réside en chacun d'entre nous, et que ce soit nous, êtres humains, mais les animaux aussi. Comment on fait? Et pour moi, la pratique de la méditation, euh, c'est une des pratiques, le fait d'être en contemplation aussi dans la nature. D'autres personnes vont pratiquer le qigong, le yoga. Je crois que c'est à chacun de trouver sa méthode. Donc ça, c'était aussi une question super intéressante. D'autres témoignages? Ah oui, question super intéressante par rapport aux EMI dites négatives. Elles sont très peu diffusées, ou alors peu de personnes qui l'ont vécu partagent leur vécu. Pourquoi ils vivent cela et pourquoi d'autres vivent ce qu'on appelle une EMI positive, comme la mienne par exemple. Donc j'ai trouvé vraiment cette question super intéressante. Merci de l'avoir posée. Et elle voulait par extension, cette personne, savoir aussi si on vivait des vilaines choses dans notre vie, si on fait le mal, est-ce qu'on va vivre ces expériences dites négatives quand on va mourir. En gros, c'est un rapprochement religieux qui signifie si on a péché dans sa vie, est-ce qu'on va aller... alors moi, j'emploie jamais ce terme-là parce que je l'aime pas, mais est-ce qu'on va aller en enfer, entre guillemets. Et donc là, je trouve que eh bien, c'est encore trop présent dans nos têtes, le, la déformation liée à la religion. Non, quand on fait des choses dites négatives, pour moi, dans l'au-delà, j'ai jamais été jugée. Il n'y a jamais eu une personne, un vieux monsieur barbu, peu importe comment on l'appelle, hein, de toute façon, voilà, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle la source ou autrement. Moi, j'ai jamais rencontré un tel personnage qui m'a dit ça, t'as pas fait bien, là, t'as pas bien aimé, donc tu vas vivre quelque chose. Voilà, de terrible, ça va être ta punition. On parle du jugement dernier, évidemment. Non, personne ne nous juge. La seule personne qui peut nous juger, c'est nous-mêmes, dans cet espace qu'on peut appeler une bibliothèque, par exemple. C'est pas un lieu, mais en tout cas, c'est un endroit où j'ai revu ma vie défiler, avec le fil conducteur de l'amour, euh, et où je me suis vue comment j'ai aimé, comment j'ai été aimée et comment j'ai contribué au monde. Et beaucoup d'expérienceurs parlent de ces trois pôles. Euh, Nicole Dron en parle super bien, euh, de voilà comment j'ai aimé, comment j'ai été aimée et comment j'ai aimé la planète, ou en quoi j'ai contribué en tout cas au monde. Et, euh, et, en- et quand j'ai décidé aussi, d'un peu dans ce même endroit, quand j'ai décidé avec mes guides spirituels de revenir, c'était vraiment un choix de revenir dans ma vie de Karine Roquet. Là non plus, personne m'a jugé. Voilà, vraiment personne. Il n'y a pas un Dieu qui nous dit c'est pas bien hein, ce que tu as fait. Donc je pense qu'il faut vraiment enlever cette peur de nos têtes, euh, voilà, qui nous culpabilise en tout cas d'avoir vécu des choses des négatives dans nos vies. Et c'est pas parce qu'on a fait des choses mal qu'on va être puni et qu'on va vivre ces expériences de mort imminente dites négatives.
Pour moi, ça c'est mon explication à moi, c'est mon ressenti à moi. Comment j'ai répondu à cette question? Ben, en faisant le parallèle avec un avion qui décolle et qui traverserait une zone de nuages et qui, bah, s'il continue son plan de vol, l'avion arrive au-dessus des nuages et c'est le grand ciel bleu, le soleil, c'est merveilleux. Si l'avion fait un plan de vol en restant tout le temps dans les nuages, vous allez atterrir en disant bah, je n'ai vécu que des turbulences, que du négatif, que du gris, que du sombre. Et si vous avez fait un autre plan de vol, bah, vous allez effectivement traverser des zones de turbulence, donc dites négatives, et effectivement voir la lumière. Dans mon voyage dans l'au-delà, j'ai eu la chance de traverser ces zones de turbulence que je connaissais déjà sur Terre et que certains ont vécu en fait lors d'une expérience de mort imminente dite négative. Donc, bah, ils ont été tiraillés par des êtres qui leur ont fait du mal, même s'ils avaient plus de corps, leur corps énergétique avait énormément mal. Ils ont vécu d'atroces souffrances. Pour moi, ça, c'est la traversée des champs électromagnétiques basse fréquence. C'est-à-dire que quand dans notre vie, on a des peurs, on a aussi des entités qui se collent à nous. Ça, moi, je le vis en tant qu'énergéticienne. J'aide des personnes à se débarrasser justement de ces entités, de ces vibrations basses, quelles que soient les origines de ces vibrations. Donc voilà, pour moi, ça, les expériences dites négatives, c'est le vécu de vibrations basses en nous et autour de nous, liées à des peurs, liées à des manques, à des frustrations, voilà, différentes choses comme ça. Et le vécu beaucoup plus positif, puissant, ben c'est vraiment se reconnecter à ce qu'on est d'une façon originelle, c'est-à-dire une, euh, une partie de ce grand tout qu'on nomme la source. Et j'ai énormément aimé dans le documentaire, il y a une femme qui disait, je suis, elle est redevenue, elle a traversé le souffle de Dieu. Et ça, en le voyant durant le documentaire, dans les deux fois, j'ai pleuré exactement au même moment, parce que être le souffle divin, c'est c'est- ça paraît fade quand on en parle, mais c'est vraiment un retour aux sources. Et ça, c'est une expérience dite positive parce qu'on retrouve qui on est d'une manière originelle. On appartient à ce grand tout. On sent vraiment qu'on fait partie de la source. Les expérienceurs qui s'ignorent, quand ils voient ce documentaire, Thanatos, l'ultime passage, et d'autres documentaires sur le sujet de la vie dans l'au-delà, de la vie après la vie, euh, de la vie éternelle, comme moi je nomme, c'est quand on s'ignore, bah, c'est aussi avoir la sensation d'avoir vécu une EMI en écoutant d'autres expérienceurs en parler. Je sais que certains ont ce ressenti-là quand ils m'écoutent aussi. Et, euh, et ça les trouble. Ça, ouais, ça anime un sentiment de déjà vécu et aussi ça ravive des synchronicités. C'est comme si l'information de l'EMI était présente en eux et ils sont encore plus sensibles et notamment sensibles aux synchronicités, ils les reconnaissent tout de suite. Donc moi j'invite vraiment tous les expérienceurs qui s'ignorent à se manifester, à mettre leurs petits commentaires sous cette vidéo ou sur ma page Facebook. J'aimerais bien vraiment qu'on se rencontre tous. Donc voilà, c'était à chaud mes commentaires sur ce documentaire-là. Vous en aurez d'autres parce que je sais qu'il y a plein de belles surprises qui se trament d'ici la fin de l'année. Parce que voilà, j'ai fait partie de J'en dis pas plus sur ce qui se trame d'ici la fin 2020. Riche année dans la manifestation de la conscience et du partage de ces expériences de mort imminente. À très bientôt à tous. Bye bye.